Alors, on va passer maintenant à l'extraction de la réponse fréquentielle à partir de la fonction de transfert h de z. Donc, on avait vu auparavant que la fonction de transfert pouvait se factoriser. Donc, on retrouvait un produit de facteurs au numérateur, un produit de facteurs au dénominateur. Alors, pour passer de la fonction de transfert vers la TFTD qui est h de f, on va rappeler que h de z s'écrit comme étant somme des h de 1z moins n, que h de f c'est somme des h de nte exponentielle moins 2 pi j f nte. On voit qu'il y a équivalence, il suffit de prendre z exponentielle de pi j f te. C'est pour ça qu'on dit que la transformée de Fourier à temps discret est un cas particulier de la tz. Maintenant, si on reprend cette expression, donc z c'est exponentielle de pi j f te, on va pouvoir retrouver son module qui vaut 1, et on va retrouver aussi son argument qui vaut 2 pi fte. Donc en fait, puisque le module c'est 1, on se retrouve à balayer le cercle unité. En changeant la phase qui vaut 2 pi fte, on va retrouver à chaque fois, pour chaque valeur de f, on va retrouver la phase phi. Donc on va prendre un exemple, si f vaut 0, on va retrouver phi qui vaut 0. Pour f qui vaut fe sur 4, on va se retrouver à pi sur 2. Pour f qui vaut fe sur 2, on va retrouver pi. Et pour f qui vaut fe, on va retrouver 2pi, ce qui est tout à fait logique. On aura fait tout simplement le tour du cercle. Rappelons que la TFTD, puisque c'est la transformée d'un signal échantillonné, elle est périodique de période fe. Alors, avant de faire le passage, donc comment retrouver h de f à partir du tracé des pôles et zéros, on va faire un petit rappel sur les vecteurs. Alors, quand on veut faire la somme de deux vecteurs a et b, on se sert du parallélogramme qui fait que on va redessiner b de ce côté-ci et on va retrouver bien sûr la somme de a plus b, ce qu'on a représenté ici en violet. Maintenant, si on doit faire la différence, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je veux faire a moins b. Donc, on va retrouver a, sauf que le vecteur moins b, c'est un vecteur qui est parallèle au vecteur b, sauf qu'il a la direction opposée. Donc, du coup, la somme, ce sera ce que j'ai en violet. Mais que, comme c'est un parallélogramme, c'est aussi ce vecteur-ci. Alors, ce point ici est important. Donc, si je veux faire la différence de deux vecteurs, je me retrouve à joindre, donc on vient de joindre les deux extrémités du vecteur. Comme nous, on va travailler sur la module de l'ATF, en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir que la différence de deux vecteurs en valeur absolue, ça revient à joindre les deux extrémités du vecteur. Il faut bien retenir ça, parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Donc, on va revenir à l'expression de la transformée de Fourier, de la transformée de Fourier à temps discret. Donc, ici, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, à tout moment, on va remplacer z par exponentielle de pi jfte. On va prendre un cas concret. Donc, je prends le premier exemple. On a h de z qui vaut z moins 0,5 sur z. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un 0 à peu près approximativement en 0,7. Et puis, j'ai un pôle, tout simplement un pôle en 0, puisque z est égal à 0. Donc, je vais dessiner, mettre une croix ici, qui représente le pôle en 0, et un rond qui représente le 0 en 0,7. Maintenant, j'ai z moins 0,7. Donc, je représente le vecteur z. C'est ce que j'ai ici en vert. C'est l'équivalent de mon vecteur a tout à l'heure. Et puis, ce 0,7, ce sera le deuxième vecteur qui est b. Rappelons qu'on a dit tout à l'heure, je veux faire la différence de deux vecteurs. Faire la différence de deux vecteurs revient à faire joindre les deux extrémités. Donc ici pour moi, ma première extrémité, la voici. Ma deuxième extrémité est là. Donc la différence, ce sera le vecteur qui va d'une extrémité donc à l'autre. On va donc retrouver ceci. Donc, ceci va être valable tout le temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais vouloir retrouver l'expression de z moins quelque chose, je vais tout simplement tracer un trait à partir du point du cercle qui représente donc z jusqu'au point du 0. Et je vais faire ça aussi pour mon pôle. Donc, à tout moment, là, je suis en train de le faire pour f égale à 0. Ça veut dire que si je veux le faire ici, tout simplement, je vais tracer un trait de ce point-ci vers celui-là.
On revient maintenant au pôle. Ça, donc, je l'ai fait pour le 0. Pour le pôle, dans ce cas-ci, c'est directement Z. Ça veut dire qu'à tout moment, mon vecteur Z, ce sera le vecteur qui va joindre le centre du cercle vers l'extrémité de mon cercle pour différents points. Donc, mon premier point pour f égale à 0, c'est ce qui est représenté en rouge, c'est le 0. Ici, on a décidé de représenter tout ce qui est donc 0 en rouge et tout ce qui est pôle en violet. Donc, pour f égale à 0, je me retrouve donc avec deux vecteurs. Le premier pour le 0, le deuxième pour le pôle. Rappelons que nous, on veut faire le rapport, c'est-à-dire je veux diviser cette quantité par celle-là. Cette quantité est représentée par le trait qui est en rouge, et la deuxième quantité qui se trouve sur le dénominateur, elle est représentée par le trait qui est en violet. Donc, on fait attention ici. Ce que je veux faire, c'est tracer le module de h de f. Donc, je ne mets plus la direction des vecteurs. Ce qui m'intéresse, c'est la distance en valeur absolue. Donc, au premier temps, pour f égale à 0, je vais diviser cette quantité par toute cette quantité. Je vais me retrouver avec une valeur qui est plus petite que 1. Je veux tracer h de f, donc je dois faire varier f, donc je dois parcourir mon cercle de là jusque là. Bien sûr que je n'ai pas besoin de faire ce côté-ci, pourquoi? Parce qu'on sait que si mon signal est réel, forcément, son module est pair et sa phase est impaire. Donc je vais me contenter de dessiner de là à là, et l'autre, je vais le déduire par symétrie par rapport à l'axe des y, l'axe des ordonnées. Bien. Donc, mon premier point, je vais avoir une petite quantité que je vais diviser. Donc, pardon, cette quantité que je vais diviser par là. Ensuite, on va faire varier f. Donc, prochaine étape, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai un deuxième point. Donc, puisque f, je parcours f de 0 jusqu'à fe sur 2. Alors, qu'est-ce que je remarque? Ce deuxième point, qu'est-ce que j'ai? Alors, je regarde. Là, j'ai toujours le rayon, c'est-à-dire mon trait violet sera toujours identique, sauf que celui-là est en train d'augmenter. Donc, logiquement, premier point, j'ai une certaine valeur. À ce point, je peux faire une estimation. Je sais que ce point-là, je vais avoir une valeur plus grande, puisque je divise toujours par z, sauf que cette quantité a augmenté. Et je recommence, je vois que ma quantité augmente. Le trait en rouge augmente, celui qui est en violet reste identique, puisque c'est le rayon du cercle et que ça vaut 1. Et je continue, un trait qui augmente, donc ça veut dire que ma quantité va encore augmenter, elle augmente jusqu'à atteindre ce point. Donc là, juste avant de voir h de f, je sais que je vais avoir une courbe qui va commencer à un certain point à f égale à 0 et ne va faire qu'augmenter. C'est ce qu'on trouve ici. Voilà l'expression de h de f qui a été tracée en module. La première valeur ici, c'est 0,2. Et cette valeur va continuer à augmenter jusqu'à atteindre une certaine valeur ici qui vaut 1,8. Donc là, normalement, parce que c'est 0,2, j'ai dû prendre forcément pas un 0,07, mais plutôt alors, ça doit être un 0 en 0,8. Parce que quand je fais 1 moins 0,8, ça me fait 0,2. Et si je prends le dernier point qu'il y a là, la dernière quantité, ça fait 1 plus 0,8 et ça fait bien 1,8. Bien. On va recommencer, refaire la même chose pour un autre exemple. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc z plus 0,5 qui vaut 0. Ça veut dire que j'ai un 0 en moins 0,5. Et j'ai z moins 0,8. Lorsque ça vaut 0, ça me donne un pôle en 0,8. On va refaire le même principe, c'est-à-dire, on va commencer à f égale à 0. Et on va donc, plus la peine de tracer le vecteur a et b, on sait que la différence ça revient toujours à lier donc le pôle à un point du cercle, le 0 à un point du cercle. Donc, là, si je regarde, qu'est-ce que ça me fait? Donc, je dois diviser la quantité qui est en rouge par la quantité qui est en violet. Bon, je vais avoir une certaine valeur. Alors, la question qu'on va se poser, est-ce que cette valeur, en faisant varier f, c'est-à-dire en parcourant le cercle, tous les points du cercle jusqu'à fe sur 2, est-ce que cette valeur va augmenter ou diminuer? On peut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? On voit que la quantité qui est en rouge, elle augmente, plutôt elle a diminué un petit peu. Par contre, la quantité qui est en violet, elle a augmenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, au numérateur, j'ai une valeur qui est plus petite et je divise par une valeur qui est plus grande. Donc, forcément, je vais avoir une valeur plus petite. On continue.
qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la quantité en rouge, qui représente le numérateur, elle est en train de diminuer, et la quantité au dénominateur, elle est en train d'augmenter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, numérateur augmente, mon dénominateur, pardon, le numérateur diminue, et le dénominateur augmente. Donc, je vais avoir des quantités de plus en plus petites, puisque toujours, ma valeur au numérateur est en train de diminuer et ma valeur au dénominateur est en train d'augmenter. Donc, logiquement, je devrais avoir une courbe qui correspond à quelque chose qui fait ça, puisque ma quantité était grande et elle n'arrête pas de diminuer. D'ailleurs, on peut même remarquer ici sur l'allure de la courbe, là, elle commence à diminuer tout doucement, ce qui est logique, parce que quand on regarde ici, qu'est-ce qui se passe? On voit que le numérateur est en train de diminuer très lentement et il en est de même pour le dénominateur qui est en train d'augmenter très légèrement. Si je regarde par rapport de là à là, mon dénominateur est en train d'augmenter. Puis de là à là, mon numérateur est en train de diminuer, qui fait que j'ai cette courbe-là qui diminue de façon de plus en plus faible. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà ici par rapport aux deux exemples qu'on a vus? Si j'ai un 0 ou un pôle à l'origine, c'est-à-dire si j'ai quelque chose ici, donc quand je vais faire mon tracé jusqu'à ce point, ou jusqu'à ce point, ou celui-là, ce sera toujours le même. C'est-à-dire, si c'est un 0, je vais multiplier toujours par 1. Si c'est un dénominateur, je vais toujours diviser par 1. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura aucune influence sur la réponse en fréquence, puisqu'un rayon est identique sur le cercle, et donc multiplié par une constante ou divisé par une constante ne va rien changer. Qu'est-ce qu'on peut aussi noter d'autre? Donc, si j'ai un 0 au voisinage du cercle, qu'est-ce qui va se passer? Si on reprend cet exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la distance entre le 0 et le point, c'est ici qu'elle est la plus faible. Si c'est ici qu'elle est la plus faible et que le 0 représente le numérateur, ça veut dire qu'ici, ça va correspondre à un minimum, puisque c'est le moment, donc ici, la distance est la plus proche du cercle, ça veut dire qu'au numérateur, j'ai la valeur la plus faible. Si c'est la valeur la plus faible, ça veut dire que ça va correspondre à un minimum. Ce même raisonnement, je peux le réitérer aussi pour un pôle, parce qu'un pôle ici, je remarque le pôle que j'ai ici. À quel moment la distance est plus proche du cercle? Là, elles sont toutes grandes, mais ici, c'est le moment où il est le plus proche du cercle. Et quand est-ce qu'il est le plus proche du cercle? Il est le plus proche du cercle pour la fréquence pour f qui vaut 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette distance-là, c'est ce qui correspond au pôle. Ça veut dire que je suis en train de diviser par la plus petite quantité possible. Quand je prends quelque chose que je divise par la plus petite quantité possible, je vais avoir un maximum. Maintenant, ce qu'on va faire pour tous les autres exemples, c'est qu'on ne va plus raisonner en mettant ces tracés en violet et en rouge. C'est pas compliqué. Un pôle correspond à un minimum, un pôle correspond à un maximum et un 0 correspond à un minimum. Il suffira juste de voir, il est plus proche de quoi? Ici, le pôle, il est plus proche de F0. Donc, j'ai un maximum ici en F qui vaut 0. Et le 0, il est plus proche de quelle valeur de F ici? Il est plus proche de la valeur de F égale à FE sur 2. Donc, j'aurai un minimum ici. Donc, maintenant, on ne va plus faire les tracés on ne va plus lier les zéros au cercle unité. On va réfléchir. Par exemple, pour cet exemple-là, on s'est dit c'est un 0. Si c'est un 0 ici, ça veut dire qu'en f égale 0, j'ai une valeur minimale. Alors, non seulement elle est minimale ici, mais comme le 0 se trouve sur 1, elle vaut directement 0. Parce que z moins 1, ça va me donner 0. Et ici, donc en parcourant le cercle, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'approcher ici d'un pôle. Ici, le pôle, la plus petite distance du pôle vers le cercle se trouve ici, qui correspond à FE sur 4. Je divise par une quantité la plus petite possible, je devrais donc avoir un maximum. Je continue à parcourir mon cercle, je m'approche d'un 0. Ce 0-là se trouve où? À FE sur 2, sachant que c'est un 0, donc je devrais avoir un minimum. Donc, avant de voir mon graphe, donc je sais que je démarre d'un minimum, je vais aller vers un maximum et revenir vers un minimum. Si je reviens ici, pour le tracé de H de F, c'est ce qu'on observe.
on n'a pas qu'un minimum parce que le 0 se trouve sur le cercle unité 1 et 1 moins 1 ça donne 0. Donc ce minimum va se trouver en 0. On va atteindre le maximum ou AFE sur 4. Ensuite, ça redescend parce que c'est un maximum, donc ça doit redescendre. Et on va arriver à 0 AFE sur 2. Ici, on a considéré que FE c'était 1. C'est pour ça que mon tracé, là, il est de 0 à 0,5. Bien sûr que si je veux faire mon tracé de moins FE sur 2, je vais recommencer, faire un tracé en mettant la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, c'est la règle générale qu'on va appliquer à chaque fois. Donc, j'ai remis donc ici donc le 0 qui correspond à f égale à 0, celui qui correspond à FE sur 4 et celui qui correspond à FE sur 2. Donc, ce même raisonnement, on va le réitérer à chaque fois. Donc, si je prends cet exemple-là, qu'est-ce que je vois? Alors, pour f qui vaut 0, je n'ai ni 0 ni pôle. Donc, ça veut dire qu'il va démarrer quelque part. Il ne démarre pas de 0, ce n'est ni un maximum, ni un minimum, donc je sais qu'il va démarrer quelque part. OK. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vers FE sur 4, FE sur 6, on est proche d'un pôle. Ici, la distance est la plus petite possible. Donc, rappelez-vous, le pôle se trouve au dénominateur. Donc, je vais avoir quelque chose au numérateur qui va se diviser par la plus petite distance possible. Donc, c'est forcément un maximum. Je m'éloigne du maximum. Puisque je m'éloigne du maximum, la distance du cercle vers le pôle va devenir de plus en plus grande. Je divise par une quantité qui augmente, donc forcément, ma valeur va diminuer. Elle va diminuer jusqu'à atteindre ici un 0. Donc, logiquement, le graphe, il devrait commencer quelque part, atteindre un maximum, ensuite descendre jusqu'à 0. On vérifie sur le graphe, c'est bien ce qu'on obtient. À f égale à 0, j'ai une certaine valeur, et jusqu'à FE sur 6. Alors, FE sur 6, ça devrait faire à peu près 0,16. Donc, je regarde ici, puisque j'ai pris FE qui vaut 1, donc ça me fait 0,16. À 0,16, qu'est-ce qui se passe? On retrouve à peu près notre maximum. Et bien sûr, comme on a un 0 en 0, donc on va retrouver à 0,5 la valeur 0. On va encore prendre un autre exemple. Alors ici, on a juste pris à peu près le même exemple, sauf que on a mis notre 0 ici. Donc, si mon 0 se trouve là, on a dit un 0, c'est un minimum. Et plus ce 0 se rapproche du cercle, plus le minimum sera petit. Mais ici, on est directement sur le cercle, donc on devrait démarrer à 0. Ensuite, un maximum vers quelque chose entre, c'est un peu plus, 72 degrés, c'est un peu plus que FE sur 6. FE sur 6, c'était 0,16, donc peut-être autour de 0,20. Ensuite, en parcourant, donc ici, c'est la plus petite distance, donc je vais avoir un maximum aux ses alentours. Et puis, une fois qu'on dépasse le maximum, donc la distance du cercle va continuer à augmenter. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, je divise par quelque chose qui augmente. Je vais avoir quelque chose de plus en plus petit jusqu'à atteindre FE sur 2. Donc, si je regarde maintenant mon graphe, voilà à quoi ça correspond. C'est ce qu'on avait dit. Donc, j'ai un 0, c'est un minimum. Je monte jusqu'à une certaine valeur autour de, on a dit à peu près 0,20, c'est ce qu'on voit. Et puis cette valeur, puisque la distance ici, elle va augmenter, je divise par quelque chose qui augmente, je vais avoir quelque chose qui va baisser de valeur. Bien. Alors, remarquez par rapport à tout à l'heure, plus le pôle se rapproche du cercle, plus votre maximum sera un genre pointu. Plus, je reviens à l'exemple, voilà, c'est ce qui s'est passé. Là, le pôle était très proche du cercle. Par contre, plus je vais m'éloigner, plus j'aurai donc quelque chose qui va diminuer un peu plus lentement. Voilà, c'est comme ça que se termine le cours d'aujourd'hui. Pour la prochaine fois, on va voir ce qu'on appelle la transformée en Z inverse, comment retrouver la réponse intuitionnelle directement à partir de l'équation de la fonction de transfert.